Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Chloé Staffler. Chloé est une artiste que j'ai découvert grâce à Séverine de Tantarantique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai parlé lors d'un précédent vlog sur la chaîne. Et elle vient nous raconter un peu son parcours, son histoire. Et je pense que ça va vous plaire. Allez, on y va. Hello. Tu vas bien, Elodie? Oui. Bonjour Chloé. Tu vas bien? Et toi? Super. Ravie de vous retrouver. Merci de m'accueillir avec Omniwo. Avec grand plaisir. On va s'installer? Ouais. Allez, c'est parti. Chloé, je suis hyper contente que tu aies accepté de passer sur OnlyWalk. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? De qui tu es? Alors, je m'appelle Chloé Staffler. J'ai gardé mon nom complet pour mon nom artistique. Ouais. C'était vraiment un choix et souvent on me demande c'est juste Chloé ou Chloé Staffler. Je dis non, c'est bien les deux. Je suis auteure, compositrice et interprète. Oui. Donc j'écris mes chansons, je compose la musique et je les interprète. Je fais aussi beaucoup de reprises sur les réseaux et C'est ce que j'ai vu. j'ai été plutôt découverte grâce à ça. J'ai mes chansons originales, bien sûr, qui sont sorties il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Et j'ai d'autres casquettes. À côté, je suis aussi étudiante. Ouais, en psychosociologie? Psychologie Ouais. clinique. Ok. Et TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. C'est les nouvelles thérapies. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est-à-dire nouvelle thérapie? Ouais, alors en fait, les thérapies cognitivo-comportementales, on est un peu, comment dire, on est un peu plus dans l'action. C'est pas comme de la psycha où on est vraiment d'inconscient à inconscient et où on va, tu sais, introspecter à fond la personne. C'est vraiment être dans l'action pour aider la personne et trouver entre guillemets, des solutions plutôt Concrète par rapport à la personnalité? Voilà, c'est ça. Et donc là, les thérapies de troisième vague, c'est ma spécialité. Moi, ce que j'aime, c'est que on va vraiment aider la personne. Essayer de trouver des solutions avec elle, c'est une collaboration en fait. On la laisse pas dans ses méninges en train de remuer sa douleur. Ouais, et c'est ça, c'est clair. Parce que tu fais une psychanalyse, tu vas ça. être en mode c'est long, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement, je reviens toujours au même point, ce qui est fait pour en soi. Mais quand même. Mais quand même, tu veux un peu de changement. Et la thérapie cognitivo-comportementale, c'est le compromis. C'est chouette. Et ça t'aide personnellement, toi, en tant qu'artiste? Ouais, clairement. J'ai vu le changement cette année particulièrement et en fin de 2e année parce que là, du coup, je termine ma licence. Et j'ai vu un changement dans la façon dont je gérais mes émotions, ma façon d'interagir aussi. Je pense qu'on apprend à... Alors, on écoute déjà de manière naturelle forcément les autres, sinon il n'y a pas d'interaction. Clairement. Mais tu es dans une écoute beaucoup plus active grâce à ça. Là, je suis beaucoup plus dans une écoute active par rapport à ça. Et puis, ça permet de sentir un peu plus certaines choses. Je pense dans les relations avec les gens, ça affûte, entre guillemets, les signaux, la sensibilité. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment quelque chose qui, je pense... m'apportera toujours quelque chose dans la vie en fait. C'est un bagage, je pense, la psychologie. Clairement, surtout qu'en plus tu dois interagir avec pas mal de monde puisque tu es suivi à plus de 35 ou 37 000 personnes sur Instagram, 270 000 personnes ou 272 000 personnes sur... 500 000 bientôt sur YouTube. Arrête. 500 000 presque. J'ai dû regarder une ancienne vidéo que j'ai regardée ce matin. Qu'est-ce que ça apporte quand on est artiste et qu'on a tout de suite du monde à qui on partage son art? Ouais, c'est ça apporte beaucoup de choses, d'être suivi par énormément de personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est internationale. Au départ, quand je me suis lancée, je pensais que j'allais être suivie en France et puis finalement, je suis suivie presque partout. Au bout de combien de temps? Ça a été toujours très, très graduel, mon évolution. Ça n'a jamais été un pic et une descente. Et c'est une chance, finalement. Tant mieux, ouais. C'est clairement une chance parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont monter très vite et redescendre très rapidement. Et là, moi, le but, quand j'ai commencé il y a 4 ans à bosser vraiment ma musique, c'était que ça monte de manière très graduelle, que ce soit une base solide, en fait, une communauté solide.
Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là donc, d'avoir une communauté internationale qui me supporte énormément sur les réseaux sociaux et qui m'apporte beaucoup en termes de créativité, forcément. Tu puises de l'énergie et de l'inspiration avec eux, en fait, énormément. Tu co-crées avec eux? Totalement. Je co-crée pas forcément avec eux, mais en tout cas, l'énergie, la bonne énergie qu'ils me transmettent, que ce soit à travers les messages, les commentaires et tous les canaux par lesquels ils peuvent passer, ça me permet vraiment d'avoir une énergie pour les prochains projets et ça me donne des idées aussi. Clairement. D'interagir avec eux, c'est quand même très... Enfin, tu dois connaître, c'est vrai que les réseaux, ça permet quand même d'avoir un retour assez... Oui, c'est sincère. Que ce soit positif ou négatif, ça a le mérite d'être vrai. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où... le bullshit, on en a ras-le-bol. Donc, en fait, d'être en direct avec les gens, au moins, ils nous font le retour. Et c'est pas toujours évident. En revanche, je trouve que tu le prends de manière hyper... Enfin, t'es assez forte. Parce que je travaille avec beaucoup de créatifs et beaucoup d'artistes. Et pour une majorité, c'est pas évident à... c'est pas évident à gérer. Totalement, mais les réseaux, c'est génial pour plein de choses. Créer une communauté, ça permet donc d'avoir des super retours, mais aussi donc, les très mauvais retours, parfois pas toujours objectifs aussi. Ouais. Et là, il faut se blinder. Comment tu te blindes justement, toi ? Je dirais que j'ai pas vraiment de méthode, ça s'est fait au fil des années. Ouais. Au tout début, c'est quelque chose que je raconte généralement, mais je me sentais vraiment obligée d'aller regarder tous les commentaires. Tout. T'inquiète, on est tous passés par là. Ouais, toi aussi. Ouais. Et tu regardes tout, et tu prends tout pour toi. Ouais. Enfin, en fonction tu le prends personnellement. Tu le prends personnellement, ça dépend aussi de la confiance en soi que tu as à ce moment-là. Clairement. Moi, à ce moment-là, c'était pas du tout ça, et ça pouvait m'arriver de me lever la nuit puis de regarder, quoi. Et c'était devenu anxiogène. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les bons commentaires me permettaient d'avancer. Il faut être concentré là-dessus. C'est ça. Et je privilégie beaucoup plus ces commentaires-là maintenant. Et généralement, quand même, les commentaires négatifs sont, pour la majorité, pas objectifs du tout. Non. Donc, tu sélectionnes, quoi. Enfin, comme je dis, c'est les détritus de la machine. Ouais, un peu. Tu t'es trouvée tout de suite en tant qu'artiste? Comment... Parce que tu me dis que ça fait 4 ans que j'ai vraiment bossé ma musique. Mais avant tout, t'es une femme. Toi, quel a été ton cheminement pour arriver à se dire, ok, là je me lance, je vais sur les réseaux, je me filme quand je joue au piano ou quand je chante? Ça a commencé très tôt déjà. J'ai voulu commencer les vidéos, j'avais 13 ans. C'est vrai? Ouais, j'avais 13 ans. Elles sont plus sur Internet. Hein. Les cherche pas, tu les trouveras pas. J'ai cherché. J'ai cherché le maximum de recherches sur Chloé Staffler, je n'ai pas trouvé. Tu vas trouver beaucoup de choses, mais tu trouveras pas ces vidéos. Je te les montrerai peut-être un jour. Mais du coup, c'est vrai que j'ai commencé très tôt à avoir envie de faire des vidéos, sans l'accord de mes parents, bien sûr. Et donc, du coup, j'ai posté quelques vidéos et j'avais commencé par Facebook. Et là, j'avais beaucoup de bons retours, en fait. Et ça m'a donné envie, vers mes 16-17 ans, d'avancer un petit peu plus loin là-dedans. Ouais. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de musique, donc j'ai appris à m'enregistrer avec mon petit home studio. Déjà très jeune? Ouais, j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé, ouais. Tu as un environnement en fait de famille ou familial qui est dans l'art ou dans la musique? Pas du tout, pas du tout. Alors pourquoi la musique? Pourquoi la musique? Je sais pas, je pense que pour moi c'est le moyen d'expression que j'ai trouvé, qui est un peu venu à moi aussi finalement. Après, ce qui m'a, je dirais, plutôt influencé à commencer vraiment à poster des vidéos, c'est tous les modèles que j'avais sur Internet en fait. Lesquels? Alors, il y avait Christina Grimmie, qui est une youtubeuse qui est plus là aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup inspirée. Qui est plus sur le YouTube ou... Non, elle est plus là du tout. Okay. Il lui est arrivé, justement, à cause des réseaux sociaux, une connerie énorme. Et donc... Après, il y a eu Tiffany Harvard, il y a eu énormément, en fait, beaucoup d'artistes américains qui, à l'époque, étaient très présents sur YouTube. Sur YouTube, il y avait d'ailleurs quasiment que, en fait, pas beaucoup de Français. Et ça m'a donné vraiment envie de chanter. Je pense que je les ai beaucoup imités, du coup, entre mes 13 et 16 ans. Ouais, mais on commence aussi un petit peu comme ça. Totalement. Je pense qu'on apprend vraiment par imitation. Et donc, du coup, ça m'a vraiment donné envie de me lancer. Je pense que leur féminité et ce qu'elles dégageaient m'a aussi
permis de me trouver en tant que jeune fille, jeune adolescente et puis jeune femme après par la suite. Ouais. Et du coup, je pense qu'elles ont vraiment fait partie de ma construction sur les réseaux, dans ma carrière en tant que chanteuse. C'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver sa place en tant que femme sur les réseaux. Pourquoi en tant que femme Parce qu'on fait, on fait face à beaucoup de critiques sur le physique. Tu en as encore aujourd'hui ? Ouais, énormément. Pourtant, t'es bien foutue, Chloé. Bah non, mais c'est con, t'as un bouton, on va te le faire remarquer. T'as un peu grossi, t'as un peu maigri, on va te le dire aussi. En soi, c'est naturel. On est influencé par des hormones, on est humain avant toute chose. Et on peut, à ce moment-là, être un peu malade aussi. Et c'est vrai que les gens voient beaucoup, et quasiment un peu que ce qui va pas. La façade, en fait. Et je trouve qu'il y a des gens qui, du coup, beaucoup, les hommes en tout cas, vont pas trop chercher... un peu plus loin. Ouais, notamment, moi je vois dans mes posts, quand je fais passer un message, j'ai envie le message soit lu, quoi. J'ai envie de toucher les gens, j'ai envie que les gens réagissent à ce message-là. Et parce que, peut-être, j'en sais rien, parce que je suis une nana, on regarde la photo avant tout, puis on commente éventuellement la photo et juste la photo dans certains cas. Et c'est vrai que ça peut être comment dire, émotionnellement et personnellement dur à gérer, mais... C'est pour ça que je pensais à ça, de conversation. Mais du coup, pour me blinder, j'ai appris à avoir confiance en moi, un petit peu plus de par mes fréquentations, de par ce que je fais dans la vie de tous les jours aussi. Énorme. De par tes fréquentations, parce que je vis ça personnellement et je le vois aussi autour d'autres artistes que j'accompagne, l'entourage, c'est quelque chose de crucial. Ouais, c'est hyper important. Déjà, j'ai une maman qui me soutient énormément. Et ça, je pense que les parents, c'est un pilier. Clairement, c'est vraiment un pilier quand on a un enfant qui veut créer. S'il n'y a pas le soutien des parents, ça peut être très compliqué. Moi, j'ai été soutenue. Mes grands-parents aussi, bien sûr. Et puis, j'ai la chance d'aimer quelqu'un et d'être aimée par une personne qui est solaire, qui crée énormément aussi, qui entreprend. Et ça donne de la confiance en soi. Vraiment. Parle-t-on d'Harry ? Oui, on parle bien d'Harry. Non, vraiment, lui, il a une confiance en lui qui est quand même assez forte. Ouais. Du moins, c'est ce qu'il montre. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je perçois. Il a une bonne confiance en lui. Et, qui est quelqu'un de très bien entouré aussi. Il est très bien entouré. Ça sent qu'il est solide et ancré, en fait. Hein. Vraiment, il a un entourage qui est aussi autant motivé, souriant et qui est aussi créatif que lui. Il a été élevé dans la culture malgache, musicale et... c'est une culture hyper chaleureuse en fait. Et donc du coup je pense que c'est vraiment une personne qui m'a et qui continue à m'apporter énormément en termes de motivation, de confiance. Et c'est chouette d'avoir des gens qui finalement nous tirent vers le haut, quoi. Ouais. Et puis il y a les amis. Moi je sais qu'à la fac je rencontre énormément de personnes de tout âge. Mm-hmm. Et ces gens-là ont tous des chemins très différents et nous apportent... je pense que toutes les personnes qu'on croise de toute façon sur notre chemin ne sont pas là par hasard. Exactement. Et apportent à leur échelle quelque chose à nos petites vies, à notre âme, à tout en fait. C'est hyper puissant. Je suis totalement d'accord avec toi. J'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur dans toi, Chloé, qui est l'artiste, et toi en tant que femme... Alors, j'ai écouté ta dernière chanson, Souvenir. Oui. C'est puisé d'où ? Parce que là, on rentre un peu dans ton intimité. Totalement, voilà. Totalement. Donc, c'est pour ça que... Ça, un peu de Chloé. C'est hyper intéressant cette question. C'est vrai que au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'avais du mal à me livrer. Je pense qu'on peut avoir plus ou moins de mal à s'ouvrir, surtout quand on est beaucoup suivi finalement. Ouais. On peut avoir du mal à partager des choses personnelles. Dans Souvenir, j'ai partagé des doutes,
mes espoirs. Ouais. Et elle a aussi, cette chanson a été beaucoup influencée par mes voyages. J'ai eu Parle-en un petit peu d'ailleurs. Le voyage. C'est aussi parmi les choses assez piliers dans ton parcours d'artiste, mais de construction aussi personnelle. C'est ça, ouais. Non, le voyage, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé à voyager en même temps que j'ai vraiment commencé à faire de la musique. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est ça. Et du coup, il y a 3 voyages dernièrement qui m'ont vraiment inspirée sur Souvenir. Donc le premier aux États-Unis, à Los Angeles, là où j'ai rencontré mon équipe, qui à l'époque était totalement en Californie, parce qu'en fait on travaillait à distance entre la France et la Californie, à Los Angeles. Donc déjà tu débarques aux États-Unis pour la première fois de ta vie, pour ta musique, donc truc de fou. T'imagines les yeux, j'avais 18 ans à ce moment-là, et c'est un rêve de petite fille qui se réalise, c'est quand même assez dément, quoi. Ouais, c'est clair. Puis la Californie, c'est pas rien. C'est pas rien. Tu as déjà été ? Ouais. C'est cool, hein. J'adore. C'est cool, hein. Non, mais les gens sont super chouettes. Et, c'est un autre monde. Totalement. C'est totalement différent d'ici. J'ai découvert l'enthousiasme des Californiens, le no limit, qui peut faire peur aussi. Mais j'ai été du coup très bien accueillie par mon équipe, et on a enregistré là-bas 2 EP. Très belle communauté, très grosse communauté d'artistes, bien évidemment. Ouais. C'est le paradis des artistes. Énorme, c'est le paradis, ouais. C'est le paradis. Lui, il avait déjà mon producteur, et mon producteur actuel travaille avec pas mal d'artistes aux États-Unis, que moi j'admirais en fait, depuis déjà presque 7 ans pour certains. Je m'étais construit avec eux. Et pour moi c'était des exemples, et enregistré dans le studio dans lequel eux avaient enregistré, c'était juste genre une gamine à qui tu présentes une vraie princesse, quoi. J'en pouvais plus, j'étais trop contente. Et donc l'année d'après j'ai voyagé à Madagascar. Là c'est clairement le voyage qui m'a le plus touchée. Pourquoi dans les derniers. Bon, déjà, Mada, c'est un pays très pauvre, donc c'est très différent d'ici. C'est une culture, c'est bien différent de la France. Il y a une humanité pour avoir beaucoup d'amis malgaches. De par cette difficulté, il y a le sentiment que les gens sont d'une humanité sans limite, en fait. Extrême. J'ai pris ça en pleine face quand je suis arrivée et que j'ai vu l'entraide, la bienveillance. Une culture vraiment forte et chaleureuse. Ça m'a vraiment, vraiment bousculée. En plus, c'est un pays qui est magnifique, hein. C'est vraiment, vraiment très, très beau. J'ai voyagé dans les terres, la mer, le désert, la forêt. Donc, j'ai un peu vu tout. Qu'est-ce que tu en retiens pour toi, personnellement ? Beaucoup d'images, beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Quand on passait de village en village, on rencontrait, de village en village, de ville en ville. C'est plutôt des villages parce que c'est assez petit, mais on a fait beaucoup de rencontres de locaux. Et alors je me souviens d'une dame qu'on voyait quasiment tous les jours vers Tuléar, c'est dans le sud, et c'est sur la côte. Et avec elle, on mangeait quasiment tous les jours. Et puis on parlait un petit peu avec elle. Alors même si je parle pas forcément malgache. Oui, parce que j'ai cru que même que tu chantais un peu en malgache. Je chante un peu en malgache. Ça aide du coup à comprendre certains mots. Quand j'ai changé avec les gens là-bas, et même si eux parlaient pas forcément français, même si beaucoup parlent français, il y avait des mots qui ressortaient, et j'arrivais à resituer un petit peu le contexte de la conversation. Et j'ai eu la chance du coup d'apprendre à chanter en malgache grâce à Harry et à sa maman, qui m'a coachée, plutôt bien coachée en termes d'accent, et ça m'a valu quelques bons compliments. Et du coup, c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai été très bien accueillie là-bas. Un pas en avant, je trouve. C'est ça. Culturellement, c'est hyper important. Je pense que ce qui est important quand il y a 2 cultures très différentes comme ça, c'est que chacun fasse un pas. Et on se rend compte que dès qu'il y a un pas qui est fait des 2 côtés, c'est puissant. C'est puissant. Il y a une acceptation de l'un comme de l'autre. Et dans le respect, et vraiment à Madagascar, tout m'a énormément touchée. Et surtout la nature, bien sûr. Tu dis souvenirs, donc souvenirs Los Angeles, les États-Unis, Madagascar et l'Australie. L'Australie, alors souvenirs, on retrouve dans cette chanson une sorte de, de plénitude. Il y a énormément d'écho dans cette chanson, et pour moi l'écho ajouté donc à ma voix au piano, ça fait vraiment référence aux grands espaces d'Australie qui
tu peux crier, tu peux chanter aussi fort que tu veux, il y a personne, clairement, t'es dans le centre de l'Australie, c'est complètement vide, il y a éventuellement quelques peuples aborigènes qui y vivent encore, mais c'est un pays magnifique. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu ce qui se passait dernièrement en Australie, ça m'a complètement bouleversée, quoi. Ça m'a vraiment bouleversée et donc, l'Australie a fait partie de souvenirs et tous ces voyages-là ont fait partie de souvenirs. Mais finalement, tous les souvenirs en règle générale font partie de cette chanson, quoi. Ok. On va changer un petit peu de cadre parce qu'on aime bien bouger chez Only Walk et on va aller s'installer dans un autre espace de ce superbe lieu qui est la rotonde Stalingrad que j'adore. Ah là là, on est comme à la maison. J'adore cet endroit. C'est clair, c'est trop joli. Et ça, c'est une carte de Paris ? Ouais, c'est une carte. Non, c'est une carte de Paris. C'est le canal. Non, c'est la Seine, ça. C'est la Seine, ouais. Ouais. C'est trop joli en tout cas. Souvenir. Et c'est pas évident. Comment tu gères en fait ta carrière d'artiste, et le fait d'être étudiante ? Ça doit pas être évident tous les jours, hein ? Mal. Clairement, je gère rien. Non, c'est vrai que ça a été au début de ma licence parce que forcément en L1 tu fais beaucoup moins de choses. T'es un peu moins engagé aussi dans tes études parce que tu découvres en fait. C'est une année d'introduction, surtout en psychologie. On commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet à partir de la L2 et vraiment fin L2, début L3 à apprendre le métier de psychologue. Et du coup, je gérais bien au début. C'est plus difficile maintenant. C'est aussi pour ça que j'envisage une pause prochaine. C'est vrai ? Ouais, c'est sûr à 99,99% que je fasse... Elle va la faire. Je vais la faire, c'est clair. Et du coup, là, je termine ma licence. Il me reste quelques mois intenses parce que je fais mon stage aussi. Ouais. Donc là, la musique est carrément en arrière-plan jusqu'à mai-juin. Mais c'est cool aussi parce que ça me permet de voir autre chose et puis de revenir après plus forte, je pense, dans la musique avec plus d'inspiration. Ouais, là, tu as besoin d'aller un peu plus en profondeur. Ouais, exactement. Je pense que je suis dans une petite introspection actuellement qui me permet vraiment de réfléchir à là où j'ai envie d'aller. Bien sûr. Ce que je veux l'année prochaine, ce que je veux pas. Et du coup, c'est chouette de pouvoir cumuler tout ça. Mais les différentes casquettes font que par moment... C'est pas toujours évident. Ouais. On est très fatigué, mais c'est ce qui motive aussi. Tu as des conseils justement à donner, parce qu'on parle beaucoup aussi sur la chaîne d'organisation, de raison d'être, de confiance en soi, t'en parlais tout à l'heure. Et là, d'organisation justement, comment tu gères ton temps ? Comment je gère mon temps ? Alors déjà depuis quelques temps, j'ai un weekly planner. Donc en gros, toutes les semaines, je remplis mes petites cases, j'écris ce que j'ai à faire dans la semaine, je coche éventuellement. Ouais. Il m'arrive bien sûr de pas tout remplir, mais dans ce cas-là, je marque quand même, j'ai fait à moitié ça, ou il me reste ça de ce que j'avais prévu à faire. Ouais. Et ça permet vraiment de se décharger un petit peu mentalement et de s'enlever un peu de charge parce que il y a des gens qui se reconnaîtront peut-être là-dedans, mais moi j'avais tendance à tout mettre dans ma tête, à tout lister dans ma tête, à tout garder dans ma tête parce que bonne mémoire, mais quand même tu connais. Non, il faut sortir. C'est ça, il faut sortir à un moment, totalement. Le mettre sur papier, le voir que ça a été fait, voir que ça n'a pas été fait, ça permet aussi de remettre un petit peu en question les priorités vis-à-vis de certaines tâches et d'autres qui peuvent éventuellement attendre un petit peu. Je pense que prioriser, ça a été un élément important dans l'organisation, notamment cette année. Après, bien sûr, quand on est artiste et en même temps étudiant et aussi autre chose, forcément, on fait un peu moins de musique. Et ça, il faut l'accepter. Justement, tu as dit quand on est artiste, étudiant et forcément un peu quelque chose. Il y a un peu quelque chose que tu veux nous partager ? Je suis intervenante. J'interviens dans des ateliers d'écriture musicale et d'enregistrement. Donc j'enregistre des chansons avec des adolescents. J'écris avec eux et j'enregistre avec eux dans des établissements scolaires. Je fais médiathèque, centre aéré aussi, pour les ateliers SIFACA. Okay. Et donc c'est du travail en plus. Ça demande un petit peu plus de travail que si juste je faisais étudiante et artiste. Ça t'apprend à être un peu plus dans la gestion des hommes aussi, j'imagine, du coup. Ouais, du coup, c'est vrai que dans les ateliers SIFACA, j'interviens avec 2 hommes. Mais je pense que mon fort caractère me permet de m'imposer un petit peu aussi. Ouais. J'ai tendance à vouloir, et ça c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup dans les travaux de groupe à la fac,
j'ai tendance à vouloir diriger un peu. T'es leader, ouais. Ouais. Et du coup, alors, des fois, ça fonctionne très bien parce qu'il y a des gens, justement, qui ont peut-être besoin d'être un petit peu plus leadés que d'autres. Ouais. Et des fois, je me prends des grosses claques, enfin, façon de parler, quoi. T'apprends. Mais ouais, on apprend. Clairement, on apprend. Et du coup, je pense que ma force de caractère, celle que j'ai acquérie ces dernières années, me permet de gérer un petit peu les relations, même en ayant autant d'activités. Ouais. Cette introspection et cette connaissance de soi que j'ai aussi acquérie au fil des années dernièrement grâce à ma licence de psychologie me permettent de souffler un bon coup, de me dire tout va bien se passer, mets les choses à plat, priorise qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, et de m'organiser dans la vie de tous les jours. Mais ouais, le mettre sur papier, c'est cool. C'est un conseil un peu bidon, mais ça fonctionne. T'as commencé en tant qu'artiste complètement indépendante. Ouais. Et depuis peu, t'es accompagnée par Strongbox, qui est un producteur. Ouais, qui est un label, ouais. Comment on fonctionne là, c'est aussi parce qu'on dit que c'est une chaîne où on veut apporter de la pédagogie aux gens qui potentiellement sont aujourd'hui à ta place et sont soit un peu perdus, soit se posent des questions. Déjà, qu'est-ce que fait un producteur quand il travaille avec un artiste, pour ceux qui ne savent pas, et dans ton cas, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'a fait passer comme step? Alors, donc moi je suis avec Strongbox depuis maintenant presque un an. Ok, ça fait 3 ans quand même toute seule, enfin 3-4 ans toute seule quoi. 3-4 ans non, enfin pas toute seule parce que j'étais déjà avec mon producteur actuel. D'accord. Mais on a travaillé un peu, j'étais un peu indé, lui gérait un petit peu tout aussi à côté, donc production, management et tout le reste. Et du coup, là, on s'est un petit peu plus, entre guillemets, c'est un peu plus formel, contractuel. Ouais. Donc lui, c'est mon producteur. Il va gérer un peu la communication avec mon beatmaker qui est aux États-Unis. Ok. Faut savoir que le terme de producteur aux États-Unis et en France n'est pas du tout le même. Eh ben, je veux bien que tu clarifies ce point parce qu'on en discutait un peu en off justement. Ouais. Après, je sais pas si c'est en train de se réactualiser actuellement. J'en sais pas, je sais pas grand chose. Enfin, je sais pas si vraiment ça s'actualise, mais en tout cas, je pense que ça peut poser problème en effet dans notamment les échanges que tu peux avoir avec une équipe entre les États-Unis et la France. Donc un producteur sert à quoi normalement? Alors, un producteur en France, c'est celui qui va financer un projet, qui va dire moi je mets tant pour un album, je suis chaud pour ce projet, allons-y, je finance le projet. Aux États-Unis, un producteur, c'est un beatmaker. C'est ce qu'on appelle un beatmaker en France. Celui qui fait du produit, quoi. C'est celui qui produit la musique. Ouais. Et c'est ça, ouais. Celui qui fait les prods. Et donc, du coup, j'ai du mal à comprendre tout ça. Ça peut causer des petits soucis. Tu me donnes l'argent? Non, tiens, là, ta prod. Ouais, voilà. Clairement, ça peut causer des petits problèmes de communication. Mais du coup, c'est bien de le savoir qu'un producteur aux États-Unis, c'est celui qui va produire la musique, enfin, créer la musique, la track, l'instrumental, peu importe tout ce qu'il y a autour d'une track. Et sinon, ils disent quoi? Ils disent label pour le label? Ouais. Tout simplement? Ouais, clairement. Tout simplement. Et puis, un label en France, c'est comme on l'entend aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Ok. Mais du coup, non, j'ai pas commencé vraiment toute seule parce que j'étais accompagnée par une personne qui est devenue mon producteur officiel aujourd'hui. Et ouais, c'est chouette. Et du coup, quel est le rôle de Strongbox dans ce que tu fais? Alors, le rôle de Strongbox, c'est de forcément financer mes EP, les chansons que je sors. En termes de tout ce qui est direction, j'ai bien la main dessus parce qu'on travaille tous ensemble. C'est vrai qu'il y a un esprit de famille, un peu de famille, ouais, c'est ça, d'amis, de famille, et donc du coup au niveau de la DA, je suis assez libre. C'est ça qui est cool aussi, c'est que je suis pas vraiment liée à ce niveau-là. Ça peut être bien aussi d'être dirigée artistiquement, mais moi, à mon niveau, j'ai vraiment la chance de pouvoir choisir là où j'ai envie d'aller, et ça, c'est très important. En tant qu'artiste, je pense que c'est important parce que ça peut générer des frustrations a posteriori. Totalement. C'est vrai que, en plus, c'est pas trop un cliché, les artistes, on sait pas trop ce qu'on veut dans certains moments de notre vie. Et je pense un peu tester. C'est ça. Et je pense un peu comme tout le monde, bien finalement. Ouais. Même toi, dans tes projets, tu as dû rencontrer des moments où... Ça m'a mis du temps. Ouais. Là, aujourd'hui, la corde vibre fortement. Ça vibre. Mais ça met du temps parce qu'en fait,
Entreprendre, c'est un petit peu comme créer, hein, t'exprimes au monde en fait ce que tu as dans ta tête, hein, pour lequel tu construis une solution pour un problème que tu as vu. Bon, l'artiste fait la même chose que celui, il résout pas de problème, il fait du bien aux gens tout simplement. Mais il faut le sortir, ce truc en fait que tu as dans ta tête, dans ton cœur. Et puis après, quand tu le sors, le monde le reçoit. Il faut lui donner un peu un format qu'il veut bien digérer. Puis après, ça se polit. C'est comme un diamant, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça peut prendre un certain temps. Ouais. Mais après, j'estime, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager aux parents, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, c'est de laisser l'enfant faire cette expérimentation, les enfants, les jeunes faire leur expérimentation, parce qu'en fait, sinon ça ressort à un moment donné plus tard dans leur histoire. Bien sûr, mais il faut clairement, grossièrement, se casser la gueule et puis, remonter. Puis en fait, c'est du tâtonnement et je pense qu'on apprend tous comme ça, même en tant qu'adulte, jeune adulte et les enfants tout particulièrement. Oh oui. Énormément même. Et donc, ça me permet vraiment de cette position d'artiste, en même temps DA, j'imagine beaucoup, notamment au niveau de stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est... Qui a l'air de réussir. Ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai été beaucoup aidée par Julien Garros, qui a donc Strongbox et qui est mon producteur, qui lui avait déjà géré énormément d'artistes sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Il savait ce qui marchait déjà. Ouais, il m'a beaucoup appris. Je pense que j'aurais pas la connaissance que j'ai, l'expertise avec les réseaux sociaux aujourd'hui, si j'avais pas eu ces conseils-là. Enfin, à un moment, quand des fois on n'entend pas forcément les choses, on peut pas vraiment les évoluer. C'est ça. Et pour commencer à clôturer ce superbe échange, qu'est-ce que tu penses qu'il manque au paysage français pour les artistes ? Pour les artistes, alors tu parles de... Comme acteur aujourd'hui. Comme acteur. Toi, tu as beaucoup voyagé, tu me parles beaucoup des États-Unis. Moi, je suis d'origine anglo-saxonne, donc je vois beaucoup de choses où ils ont une industrie qui est quand même bien charnue, avec beaucoup d'acteurs qui savent s'occuper de certaines problématiques. C'est vrai qu'ils ont des grosses équipes aux États-Unis. Oui. Ouais, ils ont des très très grosses équipes. Celui qui est tout ce qui est show, maquillage, vêtements, après tout ce qui est vraiment son, musique, produit autour de la musique, après produit autour de la personne, ensuite image, DA. Donc, qu'est-ce qui manquerait Alors, moi je répondrais à cette question qu'il y a déjà une sorte de changement qui est en train de se faire. Je le sens aussi. Tu sens, il y a une sorte de changement et on voit de plus en plus d'artistes qui ont une direction artistique, alors autant visuelle que vestimentaire, qui est bien à eux. Je pense à Suzanne, je pense à Iseut, je pense à Angèle, je pense à Clara Luciani, qui ont vraiment... Totalement, qui ont vraiment un univers. Je pense que du coup, ce qui manque encore, entre guillemets, largement et dans le paysage français en général, c'est une direction. C'est... La partie management, tu veux dire ? C'est ça, partie management et puis une identité bien particulière en fait. Enfin, je pense... T'as envie de dire quoi ? Quelque chose qui appartient à la France ? Quand tu dis une identité particulière ? Une identité particulière, non, je parle plutôt de l'artiste, lui. Quelque chose qui le reflète vraiment. Donc quelqu'un qui les aide à se trouver. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes... Je vais pas rentrer dans ce genre de débat-là, mais il y a des artistes qui vont être très dans l'interprétation, du coup plutôt assez commerciaux finalement, parce qu'ils vont beaucoup passer à la radio. Et puis il y a des artistes un tout petit, pas forcément moins gros, mais un peu plus indé, c'est ça, qui ont vraiment, je pense, quelque chose à entre guillemets, à dire... Mais il leur faut canaliser un peu ce truc-là. C'est ça. Et je pense que du coup, la direction, c'est quelque chose qui est hyper important. Le management, la direction artistique, la production, bien sûr, parce que sans les producteurs... Mais il y en a beaucoup, j'ai l'impression déjà. Ouais, il y en a énormément. C'est pas ce qui manque. Non, clairement pas. Si tu avais un dernier mot à dire... Ah non, c'est moi qui vais d'ailleurs te donner le dernier mot à dire. Pour toi, woke, only woke, ça veut dire quoi ? C'est se réveiller, se lever, éveiller éventuellement les gens. C'est vrai que moi, dans ce que tu fais avec Only Woke, j'ai vraiment le sentiment que tu cherches à booster ce qu'il y a déjà à l'intérieur des personnes, ce qui est déjà présent. On a tous quelque chose au fond de nous qui demande à briller et à sortir. Et pour moi, c'est le réveil. Alors, ça peut être des consciences, ça peut être à propos de sujets assez globaux, mais c'est aussi se trouver, en fait, je pense. Woke. Only woke. C'est clairement ça. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, ce fut un plaisir. Un grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à suivre d'autres vidéos de ce type.
À bientôt.